Bonjour chers auditeurs, je commence cet épisode par une mise en lumière du parcours impressionnant de l'invité du podcast PMI France en scène numéro 5, qui je souligne est le premier d'une série de 2 épisodes autour du livre Puissance de l'hybridation. Partageons nos expériences terrain en management de projet. Vous trouverez le lien Amazon parmi les notes de ce podcast. Sans plus tarder, notre invité est Stéphane Derouin, membre actif du PMI France depuis plus de 30 ans. Pour son expertise professionnelle, Stéphane a plus de 29 ans d'expérience dans le management de portefeuille, programmes et projets. Chez Scalian SNT, une entreprise du top 10 des sociétés de conseil en ingénierie en France, Stéphane est partenaire, directeur d'activité orienté vers la gouvernance, la méthodologie et les compétences pour la performance d'entreprise, spécialiste depuis 9 ans dans l'hybridation et la transformation numérique et organisationnelle. Côté engagement éducatif et publication, Stéphane enseigne l'agilité à l'ESCP depuis 6 ans dans un Master of Science International Project Management, contribuant à former les futures générations de managers de projets sur les approches modernes. Auteur de la préface et superviseur de la première traduction française du guide PMBOK, publié par l'AFNOR, et conférencier régulier et auteur sur l'hybridation des méthodes de gestion de projet, offrant un éclairage novateur sur l'association des approches Waterfall. Et bien sûr, côté contribution du PMI France, Stéphane est l'un des 7 fondateurs du PMI France et ancien président du Project Management Institute, chapitre français, a reçu le prix du président de l'année en 1999. Stéphane a initié et dirigé le lab hybride du PMI France, aboutissant à la publication d'un guide des bonnes pratiques hybrides en mars 2024, reconnu au niveau international et sujet de notre discussion. Sans plus attendre, bienvenue et merci Stéphane de ton temps. Première question, lab hybride ou hybridation, comment est née cette initiative ou approche? Bonjour Soufiane, merci de ton accueil, cette présentation. Effectivement, c'est un long chemin de maturation pour arriver à cette création à la fois du lab hybride et la volonté de créer un guide des bonnes pratiques hybrides. Donc ça remonte à plusieurs années parce qu'en fait, comme tu l'as indiqué, je suis très investi dans le PMI et j'ai été nourri par l'approche traditionnelle, dite waterfall ou cycle en V, et aussi évidemment avec le référentiel, le fameux PMBOK Guide. Et c'est vrai que donc je viens de ce monde, mais il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, Agile a quelque part est rentré dans nos vies et en venant du développement logiciel avec une approche très différente puisque l'approche Waterfall c'est une approche planiste, prédictive, et l'approche Agile est une approche, on va dire, incrémentale, itérative et empirique. Et donc, Agile a, entre guillemets, déferlé dans nos vies, dans ma vie, il y a une quinzaine d'années, mais j'ai très vite compris qu'Agile n'allait pas se substituer, en tout cas totalement, à l'approche Waterfall. Donc, ça a été une longue réflexion, puis liée aussi à ma pratique professionnelle, à des expériences, à des missions menées chez des clients, en observant que chacune des méthodes avait ses forces et ses faiblesses ou ses limites, et qu'il était important de bien les connaître et de pouvoir décider laquelle choisir ou, au-delà, mais on en reparlera, de les combiner. Et donc, effectivement, c'est là qu'est émergée cette idée d'hybridation, ce moment transitoire de combinaison ou de recombinaison d'approches différentes qu'on puisse éventuellement associer pour en tirer le meilleur, une forme de synergie. Et je suis intervenu donc en février 2014, j'ai donné une première conférence à l'ENSAM à Cluny sur cette vision, management de projet, vers une nouvelle approche hybride. Et c'est vrai que ça, c'était un nouveau départ, pour moi, une nouvelle lecture. Ensuite, la genèse de tout ça, c'est qu'effectivement, j'ai essayé tout au long de ces années de promouvoir cette approche hybride avec plus ou moins de succès. C'est pas simple de diffuser, de porter une nouvelle approche, enfin, au sens où c'est une combinaison nouvelle de choses existantes. Et puis, après un certain nombre de tentatives, à travers le soutien du président du
du PMI France d'alors, Ricardo Nassif, nous avons constitué un groupe qu'on a appelé le Lab Hybride, dont j'ai pris la responsabilité en septembre 2021, avec pour objectif créer un guide de bonne pratique hybride pour aider les professionnels à vivre cette hybridation. Et avec un objectif très clair, c'est que ça soit quelque chose de concret, de tangible. Évidemment, essayer de comprendre, on va dire, globalement ce que ça signifie, l'hybridation, mais aussi de le traduire opérationnellement pour des praticiens, pour des gens qui font les choses, puisque nous, on est dans un métier où on fait les choses, donc il faut aider les gens concrètement à travers des expériences, des cas d'usage. Très clair, très clair. Maintenant que nous avons compris cette genèse ou les fondations de l'approche hybridation, peux-tu nous dire pourquoi et comment la rencontre entre la méthode Waterfall et Agile a donné naissance à cette version hybride révolutionnaire? C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté, c'est qu'effectivement, on a toujours tendance à vouloir identifier une approche unique qui s'applique dans tous les cas. Et on se rend compte que ça fonctionne pas. Et le contact et les expériences menées et les missions menées pour les clients s'aperçoit qu'il n'y a pas un modèle unique qui marche à tous les coups et dans toutes les situations. C'est vrai qu'aussi ce qui nous a aidé par rapport à cette démarche, c'est la publication du PMBOK Guide V7 en août 2021, qui a vraiment mis l'accent sur l'approche dite sur mesure, qu'on appelle le tailoring, avec un I, pas un Y. Et donc, l'idée, il faut avoir une approche sur mesure. Et on s'est dit, cette approche sur mesure, elle va se jouer à différents niveaux. Il y a un niveau, on va dire, gouvernance, portefeuille, c'est-à-dire au moment de l'émergence, il est important de se poser les bonnes questions et d'avoir une grille de décision ou une table d'orientation pour dire, finalement, compte tenu des caractéristiques du projet, de son environnement, des parties prenantes, de ce qu'on attend, quelle est la meilleure approche? Et dans certains cas, j'y reviendrai, ça peut être une approche waterfall classique, une approche agile, en sachant qu'agile, il y a de nombreuses approches agiles. La plus connue est Scrum, et en agile à l'échelle, c'est Safe. Mais quelle est la meilleure approche? Et ça, c'est dès l'amont, dès l'émergence. Et puis ensuite, la deuxième question, c'est si on décide de travailler en mode hybride, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, le mode hybride, c'est une pluralité de possibilités. On peut dire, ça peut être de l'hybride faible jusqu'à l'hybride fort. C'est-à-dire que souvent, par exemple, chez les industriels qui travaillent en cycle en V, c'est l'introduction d'outils, de techniques du monde agile et aussi d'un mindset agile dans un monde traditionnellement waterfall. C'est aussi peut-être pour certains projets dits agiles de réintégrer des approches ou des techniques du monde waterfall, par exemple en termes de gestion des risques. Donc finalement, cette désignation hybride, ça désigne une pluralité de possibilités et le but du guide, c'est justement d'identifier les différentes options. Excuse-moi, Stéphane. Quand on parle d'outils, est-ce qu'on parle des outils comme des user stories, des Kanban pour la visualisation flux de travail, de limitation de travail en cours, le feedback cycle ou la rétrospective, sprint backlog, Lean pour l'élimination de gaspillage et l'amélioration continue? Et est-ce que c'est le fait de combiner la totalité de ces outils-là et on dit hybridation, ou bien est-ce que c'est en fait l'utilisation ou le séquençage de ces outils-là qu'on appelle hybridation? J'oserais dire les deux. C'est-à-dire qu'il y a des outils et des techniques qui sont issus des approches, des méthodes waterfall ou du framework agile. C'est vrai qu'en agile, on a un certain nombre d'outils et techniques, décrire les fonctionnalités en user story, faire du planning poker, le nombre de rituels, les rétrospectives, le backlog refinement. Donc il y a effectivement un ensemble d'outils et techniques, mais c'est très important, et ça effectivement, de les capter et de les réutiliser dans un monde, par exemple, waterfall, c'est typiquement l'hybridation ou l'hybridité. Maintenant, ça va beaucoup plus loin parce que chaque approche renvoie à une façon de penser. Par exemple, l'approche waterfall, c'est qu'on a un plan qui renvoie à un périmètre qui est relativement stable et qu'on va ordonner à travers, par exemple, la work breakdown structure, et on va produire avec des jalons, des barrières, des gates. Voilà. Donc, c'est un peu les deux. Et par exemple, souvent, ce que je dis chez un client, j'ai identifié un grand de l'agroalimentaire, 3 options en mode hybride. Une première option, c'est-à-dire de travailler en agile, mais avec une gouvernance
waterfall, c'est-à-dire beaucoup de command and control, parce que c'est vrai qu'en agile pur, on a beaucoup d'autonomie, on dit Tout à fait. l'auto-organisation des équipes, on laisse les gens travailler et on accepte qu'il y ait des variations en fonction de l'évolution du backlog ou des besoins du client, alors que ce n'est pas le cas en waterfall. Donc, C'est pour ça que nous pouvons avoir des sprints différents d'un lot à l'autre et la livraison peut exactement. être totalement différente. Exactement. Donc, ça peut se situer, c'est la première option, on va dire, d'un projet dit hybride, une gouvernance waterfall, mais une façon de travailler en mode agile. Deuxième option qu'on a identifiée, c'est une option plus séquentielle en disant, on identifie le cycle de vie de son projet et on voit les différentes phases qui peuvent être utilisées, par exemple, commencer en agile. On commence en agile parce que le périmètre, le contenu du projet n'est pas maîtrisé parce qu'il y a des incertitudes de marché, des incertitudes technologiques. Donc, on ne peut pas démarrer en waterfall puisque le périmètre n'est pas maîtrisé, n'est pas connu, en tout cas pas suffisamment robuste. Donc, on commence en agile et à un moment, on arrive à se mettre d'accord, les parties prenantes, le demandeur et puis ceux qui ont, en disant on est OK, maintenant le périmètre est relativement stable et rien n'est plus puissant que le waterfall et plus sécurisant et robuste pour le client et pour celui qui mène le projet que le mode waterfall. Ça, c'est la deuxième option. Troisième option, c'est une option qu'on voit dans des grands programmes, par exemple de l'aéronautique, c'est à l'intérieur d'un même grand programme, il y a des sous-ensembles, des projets, par exemple le développement logiciel va être géré en agile, par contre la partie mécanique va être gérée en waterfall. Et donc, le responsable du programme doit arriver à synchroniser à la fois des équipes et puis des façons de travailler différentes pour le même programme. Et ça, c'est typiquement Oui. l'hybridation. Et ça, c'est un enjeu très, très fort, notamment pour des industriels. Justement, tu as mentionné l'importance de dépasser l'opposition entre les méthodes waterfall et l'agile pour adopter une approche hybride. Peux-tu nous donner un exemple concret d'un projet où cette hybridation a été particulièrement bénéfique, instaurant comment vous avez combiné les forces de ces deux approches? Un exemple pour une grande entreprise de l'énergie dans le monde des barrages, c'est ils doivent réaliser pour obtenir l'exploitation des barrages tous les 10 ans une autorisation qui est assez lourde vis-à-vis de tout ce qui est réglementaire. Il y a beaucoup de réglementaires, hein, et on sait que le réglementaire se marie bien avec le waterfall, comme on dit, la conformité, la compliance. Et c'est vrai que tout ce qui est normé, comme dans le pharmaceutique, comme dans un certain nombre, le nucléaire, il y a beaucoup de réglementaires et de contraintes vraiment strictes. Donc, il y a des Des exigences. exigences, tout à fait. Et donc, par exemple, pour réaliser cette étude de danger, on travaille vraiment dans un monde très contraint, avec de grands experts. Sauf que ça engendre une forme de lenteur dans la production, hein. C'est un peu l'effet tunnel et le fait de faire travailler des personnes un peu de façon, on va dire, cloisonnée, des grandes expertises cloisonnées. Et là, l'idée, c'était d'introduire des outils et techniques du monde agile pour arriver à réaliser cette étude de danger de façon un peu plus rapide, pertinente et plus synergique en faisant travailler ensemble les différentes expertises pour justement éviter ce risque qu'on observe en waterfall qu'on appelle l'effet tunnel où on déroule et on fait ça en parallèle et parfois c'est pas synergique. Donc typiquement c'est ça, mais c'est vrai que par exemple dans le monde pharmaceutique, on l'a vu avec le Covid, pour arriver à développer plus rapidement le vaccin contre le Covid, il a fallu s'affranchir quelque part d'un certain nombre de règles très contraignantes, des normes pour pouvoir sortir un vaccin. Et donc, il y a eu une accélération. Et cette accélération a été permise en utilisant aussi quelque part des outils et techniques du monde agile. Oui, très clair. J'en comprends que les bénéfices sont déjà là et qu'ils peuvent être différents d'un projet à un autre selon le secteur adressé, clairement selon la situation. Peux-tu nous éclairer encore plus sur cette partie? Complètement. La difficulté, en fait, et là, c'est un retour d'expérience, c'est que, évidemment, culturellement, le secteur industriel est très waterfall, hein, et ce qui est bien normal. Et aussi tous les secteurs réglementés. Ça peut être vrai, par exemple, dans la banque, hein, c'est un secteur très réglementé. Simplement, on est dans un monde, on va dire, VICA, volatile, incertain, complexe, ambigu, et donc, avec des changements et de l'accélération, et il faut arriver à répondre à cette nouvelle situation. Effectivement, le mode plan cycle en V
a un peu de difficulté à vivre dans une situation comme celle-là. Le monde agile a aussi ses propres limites. Par exemple, le monde agile, souvent, mais c'est lié aussi à une mauvaise utilisation du framework, on est un peu dans une boucle infinie, ce qu'on appelle l'hôtel infini, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à livrer quoi que ce soit, Oui, puisqu'on a la possibilité de faire varier le backlog en continu. Enfin, on sait que complètement. normalement, il y a des points d'arrêt, mais il y a ces limites-là. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que les deux modes, au quotidien, on rencontre des difficultés et des limites. Et évidemment, on se dit, mais est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de combiner ou de choisir des éléments des uns et des autres pour arriver à répondre à ces limites. Et c'est ce qu'on fait de plus en plus. Et très concrètement, à travers toutes les années d'expérience que j'ai, les clients me disent, on fait déjà de l'hybride. L'hybride est déjà une réalité, mais elle n'a pas été formalisée, structurée, disciplinée et peut-être même conscientisée. C'est-à-dire que les gens font de l'hybride sans le savoir. Et évidemment, ça pose des problèmes. Il y a un moment, il Oui. faut clarifier, il faut poser les choses. Et on en est là aujourd'hui. Très clair. Alors, effectivement, ça rejoint la question que je voulais te poser. En fait, l'adoption de cette approche hybride présente des défis, surtout dans l'organisation ancrée dans des méthodologies traditionnelles. Quels sont les obstacles les plus communs que vous avez pu rencontrer lors de la mise en place de cette hybridation et comment vous les avez surmontés, si possible d'avoir deux ou trois défis que vous avez pu régler? Je pense que le premier défi, c'est qu'effectivement, chaque approche est porteuse à la fois d'une façon de penser, d'une organisation et de rôle et responsabilité. Et donc, il va y avoir la conduite du changement. Et en termes de rôle et responsabilité, on sait que par exemple, en Waterfall, on parle de chef de projet. En Complètement. Agile Scrum, on parle de Product Owner et de Scrum Master. On parle plus de chef de De projet, facilitateur. de OK. facilitateur, de coach. Oui, Et donc, c'est oui, vrai que là, on soulève évidemment, déjà en termes de rôle et responsabilité, d'ailleurs, certains chefs de projet issus du monde Waterfall me disaient, mais est-ce qu'on va disparaître? Je oui. dis, non, mais le projet est toujours là. Et ce que j'ai dit, projet et produit ne s'opposent pas. Le projet, c'est le chemin. Et c'est un voyage avec un début et une fin. Le Oui. produit, c'est le résultat, soit partiel, soit final du chemin. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi, il y a ça aussi en arrière-plan qui peut créer des tensions. Et un certain nombre d'entreprises veulent passer en mode produit. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le mode projet disparaît. Il va falloir articuler les deux. Donc la première Tout difficulté à en fait. termes de conduite du changement, quand on va vers le mode hybride, c'est de travailler les rôles et responsabilités. C'est peut-être revoir son modèle de compétences. Ça, c'est une première Tout à fait. difficulté. Deuxième difficulté, c'est que les personnes qui font vivre ça soient à l'aise avec les deux modes. C'est-à-dire que pour pouvoir faire l'hybridation, il faut maîtriser le waterfall, en tout cas Oui. les fondamentaux. Il faut maîtriser l'agile. Et ce que j'observe dans les deux cas, puisque j'ai donné un certain nombre de sessions sur l'hybridation, notamment pour un grand acteur des télécoms, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand les gens disent qu'ils font du waterfall, ils font plus vraiment du waterfall. Et quand ils disent qu'ils font de l'agile, c'est pas vraiment de l'agile, c'est un peu des modèles dégradés. Et donc ça, c'est une vraie D'accord. difficulté. Donc là, quand tu dis les obstacles que j'ai rencontrés, c'est il faut, avant de faire l'hybride, reposer les choses et que les gens, à la fois en termes de rôle et responsabilité et en termes de contenu, soient suffisamment à l'aise sur les fondamentaux des deux méthodes. Parce que quand on comprend les deux méthodes, on comprend aussi leurs limites. Et donc, c'est là qu'on a de la valeur pour les combiner. Mais si on ne sait pas exactement, si on ne les maîtrise pas parfaitement, dans ce qu'il y a d'essentiel de ces méthodes, je ne parle pas de devenir des grands experts de l'une et l'autre, c'est finalement pas la question. Ça, je laisse ça à quelques spécialistes de chacune des méthodes. Mais voilà, donc je pense que ça, c'est une vraie difficulté. L'autre difficulté, évidemment, c'est un problème d'état d'esprit. On dit évidemment le mindset. Et là, je viens là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui nous aide aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le management de la valeur et par la valeur, le value Oui. management. Et ça, c'est une façon d'accompagner et de porter cette transformation parce que, bon, culturellement, en mode waterfall, on est piloté par le triangle d'or. Coût, délai, qualité. Qualité, ça veut dire scope. Conformité au Complètement. scope. Et c'est vrai que le monde agile un peu nous a réveillés de notre sommeil en disant, mais il y a quelque chose en plus, c'est la valeur. On Tout à doit piloter par la valeur et livrer de la valeur. Et ça s'applique, et d'ailleurs on peut le faire en waterfall, on le fait en agile, et il faut le faire en hybride. Donc je pense que le ça, plus tôt possible. le Tout plus à tôt fait d'accord. possible. Et ça, c'est vraiment une démarche, moi, que j'essaye. Je dis, moi, j'ai un triptyque, value management, tailoring, donc
adapté, du sur-mesure et l'hybridation, la possibilité de combiner, mais la combinaison est plurielle et est ouverte. Comme je l'ai dit, ça peut être de l'hybride faible ou de l'hybride fort. Et ça va donner naissance, et c'est un peu mon propos, moi ce que j'appelle le full blend project Ouais, management, c'est-à-dire ouais. qu'il faut être pleinement dans cette logique de combinaison, de recombinaison et de mobilisation des différentes approches. Justement, selon toi, quelle sera l'évolution des méthodes de gestion de projet dans les prochaines années? Penses-tu que l'hybridation des approches deviendra une norme ou vois-tu une émergence d'une nouvelle méthodologie? Alors, moi, ma conviction, c'est qu'il y a un moment hybride, c'est-à-dire que c'est une période de transition et d'innovation où on a épuisé les limites de modèles et on doit les recombiner pour les dépasser. Donc, moi, ma conviction, c'est que le waterfall va continuer de vivre et sera pertinent dans un certain nombre de cas. Agile va continuer de vivre dans un certain nombre de cas, mais globalement, la grande majorité des projets ou des produits à réaliser se feront en mode hybride. Simplement, on n'a pas encore trouvé, moi j'appelle ça le full blend project management, Oui, on n'a pas trouvé un terme pour désigner cette approche combinant, recombinant les approches traditionnelles. Mais quelque part, et c'est ma conviction, dans le monde scientifique, on a l'approche par déduction, on part d'une théorie et on la confronte au réel, et on a l'induction. On mène des expériences et de ces expériences, on va peut-être imaginer une approche beaucoup plus globale. Et ça, je- je- voilà. justement, le monde agile, il est connu pour faire du test and learn. Oui, Et du coup, est-ce qu'on est capable de s'en inspirer pour l'imbriquer dans un monde waterfall qui est plutôt structuré, bien défini, on fait du prédictif, on sait exactement vers quoi on va? c'est vrai que c'est une difficulté. Là, il y a presque une barrière culturelle et presque d'état d'esprit. C'est vrai que chez certains clients, je me rappelle chez Technip, la devise c'était faire bien du premier coup. Oui, Et donc, le mode waterfall, c'est justement pour arriver à faire bien du premier coup. Mais faire bien du premier coup, c'est très difficile. Ça demande un temps de préparation et en plus, ça a un côté un peu statique parce qu'entre le besoin initial et la réalisation, il se passe énormément de choses. Et puis, peut-être qu'il y a des éléments nouveaux oui, qui vont créer de la valeur. Donc, effectivement, il y a deux cultures et c'est pour ça que je dis qu'il faut être capable de mobiliser les deux. C'est vrai que dans certains cas, on voudrait faire bien du premier coup, mais on le voit bien. oui, Par exemple, dans la démarche d'Elon Musk avec les fusées, oui, même sur des projets oui, aussi complexes et à dimension industrielle, il était obligé de procéder par du test and learn. Sur complètement. des fusées, c'est quand même fou. Sur des fusées, donc il essaye, ça marche, mais partiellement, ils en tirent des leçons, ils recommencent. Et donc, le test and learn, c'est le propre de la vie aussi. Donc, effectivement, cette culture, après, il faut contrôler ce test and learn ou ce fail and learn. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ça soit une sorte de boucle de tâtonnement à l'infini. Parce que Oui, c'est le problème. Et on le sait, c'est le problème avec Agile, c'est que il y a un côté presque comment on arrive à contrôler ce test and learn et cette insatisfaction par rapport à un résultat. Et par exemple, en Agile, ça semble contradictoire, mais le nombre d'agilistes me disent finalement on livre du quick and dirty parce que pour respecter un budget ou un délai, eh ben, on livre quelque chose qui est dégradé par rapport oui, à ce qui avait été défini initialement, ce qui normalement n'arrive pas en waterfall, par exemple. complètement. Alors, dernière question, et ça, c'est pour nos nouveaux managers et futurs chefs de projet. En tant qu'enseignant et professionnel expérimenté, quels conseils tu peux donner aux nouveaux managers de projet qui souhaitent naviguer avec succès dans le paysage complexe des méthodes de gestion de projet, en particulier ce qui concerne l'hybridation des approches? Je crois que, c'est vrai que j'en ai un peu parlé, je crois qu'il faut que les nouveaux qui arrivent à intégrer et maîtriser les fondamentaux des différentes approches. Ça veut donc dire un effort en termes de formation, de développement de compétences, pour être suffisamment à l'aise à la fois sur le plan de la connaissance, mais aussi de la maîtrise. C'est-à-dire qu'il faut connaître, mais pratiquer. Et moi, je recommande qu'ils connaissent et qu'ils pratiquent un peu de projets en waterfall, des projets Oui, en agile. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est fondamental. On ne peut pas aller vers l'hybridation si on n'est pas en maîtrise à la des fois deux univers. OK. voilà, les deux univers, à la fois en termes de connaissances, mais aussi de pratique. L'autre chose que je conseille, c'est d'avoir auprès de soi, alors peu importe comment on l'appelle, un coach, un facilitateur, et
un coach qui, lui, a cette maîtrise et puisse aider ces nouveaux managers ou ces jeunes managers pour arriver à fonctionner et dans cet environnement qui est quand même un peu plus complexe compte tenu de la variabilité des options. C'est pour ça que aussi, c'est un peu limite que je porte ici, c'est qu'à un moment, il va falloir fixer pour l'entreprise, pour l'organisation, les différentes options hybrides et il ne faut pas qu'elles soient trop nombreuses. Parce que c'est un risque, D'accord. c'est aussi un risque de rentrer dans une sorte de labyrinthe de la complexité. Donc, se mettre au clair, chez nous, on a retenu 3, 4 options d'hybridation. Voilà ce que ça veut dire et dans quel cadre, avec quels critères. Et puis les gens, après, peuvent s'inscrire là-dedans. Je pense qu'on a besoin aussi d'un référentiel pour guider les gens. C'est un peu le but de ce guide. On peut appeler cela un framework. C'est ça, un framework. C'est complètement. C'est vrai D'accord. que c'est difficile de le traduire en français parce que cadre de travail, mais c'est exactement ça. C'est un framework dans D'accord. lequel on a à disposition à la fois des règles de gouvernance, des méthodologies différentes, des outils et techniques différentes, des rôles et responsabilités différents. On connaît l'ensemble de ces possibilités et c'est comme une mosaïque qu'on va recomposer en fonction d'une situation, d'un projet, d'un produit, des parties prenantes, du niveau de maturité. Oui, je me permets de dire ça, c'est que dans les limites aussi, c'est la maturité de l'organisation Complètement. et des parties prenantes. Parce que pour faire de l'hybride, il faut un certain niveau de maturité. On ne peut pas dire je vais faire de l'hybride. Non. Il y a vraiment un besoin d'être suffisamment éclairé pour travailler, D'avoir du recul. avoir du Oui. recul. Parce que c'est D'accord. pour ça que ça demande du temps. Je pense que c'est un peu difficile parce qu'effectivement, les jeunes générations, on peut les former au waterfall, à agile, scrum, à safe, à l'hybride, mais il faut Oui. qu'ils pratiquent. Parce Mm. que rien n'est plus fort, et nous, on est des gens de pratique, on est des praticiens, se confronter au réel et de voir les forces et faiblesses des différents outils et techniques et les avantages. Donc, je recommande, il y a un temps d'apprentissage, et ça, bien sûr, on peut le donner à nos jeunes, mais il faut aussi un temps de pratique, et peut-être ce temps de pratique nécessite de l'accompagnement. Complètement. Merci beaucoup, Stéphane. C'était très enrichissant. Nous arrivons en fait à la fin de notre entretien. Est-ce que tu as d'autres informations à nous donner? Je crois que là, comme vous le savez, le guide des bonnes pratiques hybrides va sortir dans les prochains jours, en français et en Oui, anglais, publié par Amazon. Ce que je peux dire, c'est rejoignez-nous, ceux qui rencontrent et qui vivent cette nouvelle réalité. Apportez-nous aussi vos expériences, faites-nous des retours, présentez-nous des cas d'usage, parce que c'est là qu'on va vraiment pouvoir apporter beaucoup de valeur et des bénéfices à l'ensemble des parties prenantes et des acteurs de nos métiers. parfait. Merci beaucoup, Stéphane, pour ce retour d'expérience et je donne rendez-vous à notre audience pour notre prochain webinaire avec Guénolé sur le lab hybride où nous allons passer en détail quelques cas d'usage, effectivement, mais je rejoins ta réflexion par rapport au partage et si nos visiteurs ou nos auditeurs ont des cas d'usage à nous partager, ils sont le bienvenu, bien sûr. Exactement. Merci beaucoup, Stéphane. Merci Soufiane et merci à PMI France.